Bonsoir à tous. Equinox Soir, bienvenue madame, monsieur. L'enfant aurait dû reprendre le chemin de l'école lundi 3 septembre 2018 comme la plupart de ses congénères. Son passage sur Terre aura duré 9 printemps seulement. Le destin a voulu que sa fin tragique ait l'assentiment de celle-là qu'il aura mise au monde. C'est d'abord la tête du jeune, de l'enfant qui a été retrouvé aux premières heures de la matinée du 27 août dernier. 24 heures après, le reste du corps découvert dans le congélateur de Jésus Restaurant, au quartier Vogue-Banda, dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Décapité par sa génitrice, l'émoi. C'est le fait du jour, madame, monsieur. Décapité par sa génitrice, le fait du jour, madame, monsieur, pour en parler. Aujourd'hui, je suis avec Georges Semet. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Otto. Vous êtes journaliste, plusieurs organes de presse. Tout à fait. Merci de m'avoir déroulé ce tapis rouge et bien évidemment, je salue tous les téléspectateurs de votre programme. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. On sait qu'il pleut des cordes. Tout à fait. Il pleut, bien sûr, il pleut. Il y a des embouteillages énormes. Et je crois que avec le nouveau plan directeur de la ville qui est en train d'être mis sur pied, on réussira, pourquoi pas, à juguler ce problème d'embouteillage. Et vous avez parlé, bien évidemment, de ce phénomène de changement climatique qui frappe également le Cameroun avec ces pluies intempestives, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à cette pluie qui vient de s'abattre sur la ville de Douala, parce que toute la journée, il a fait chaud et du coup, il fait subitement et il tombe une pluie sur la ville, mais on a quand même réussi à répondre à votre invitation. Merci une fois de plus. À vos côtés également, Queen Mary Douala. Bonsoir. Bonsoir Serge. Vous êtes secrétaire général de l'association À nous le Cameroun, qui a vu le jour au lendemain des événements, ce qui s'est passé, qui se passe, on va le dire comme ça, au sud-ouest et au nord-ouest. Tout à fait. À nous le Cameroun est un jeune mouvement qui prône l'unité nationale et qui prône la paix sociale dans sa diversité. Voilà. Ok. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais m'adresser à la mère que vous êtes. Un acte comme celui-là, comment vous réagissez, vous, en tant que mère? Comment une femme qui a porté un enfant pendant 9 mois et qui a connu les douleurs de l'enfantement peut en arriver là? Oui, Serge. Jadis, nous étions habitués à voir nos parents porter les enfants sur le dos. Quand je parle des parents, je parle des mères. Porter les enfants au dos, retirer la nourriture dans la bouche et mettre dans la bouche de l'enfant. C'est un geste fondamental. Mais vu l'évolution, on se rend compte que les mamans ne savent pas ce que c'est que la valeur de l'enfant. Une mère a l'obligation d'éduquer son enfant. Une mère a l'obligation de protéger ses enfants. Mais force est de constater qu'un acte démoniaque puisse se faire à travers une femme. Je vais aborder ce sujet sur 3 plans. Sur le plan éducationnel, sur le plan sociétal et sur le plan spirituel. Sur le plan éducationnel, nous les mères, nous avons pour obligation d'éduquer nos enfants. C'est vrai que l'environnement influence souvent les enfants. Mais nous avons le devoir de mettre nos enfants au pas, de donner la meilleure éducation que possible à nos enfants pour que ces actes comme ça n'arrivent pas. Et nous devons éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu. Si je vais dans le plan éducation, si je vais dans le plan spirituel, parce que je ne peux pas comprendre comment une mère peut tuer son enfant, peut assassiner son enfant, peut donner son enfant à un individu. Ça veut dire elle est encore présumée, hein? On n'est pas encore... Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'elle est présumée, mais je pense que les traces y montrent qu'elle est vraiment coupable. Et qu'à cela ne tienne, j'étais en train de dire ceci, que sur le plan spirituel, cette dame doit avoir un problème. Elle doit avoir contacté quelque chose qui lui a poussé de poser un acte démoniaque.
Et si je pars dans le plan sociétal, nous sommes dans une société très très pauvre. C'est pour ça que nous, les mamans, nous devons éduquer nos enfants, de comprendre dans quel système nous vivons. Nous vivons dans une société où l'emploi n'est pas facile. Nous vivons dans une société où, après avoir été à l'école, nous n'avons pas la possibilité d'avoir l'emploi. Je me dis peut-être que cette dame, c'est parce qu'elle n'avait pas de quoi se nourrir qu'elle a pu avoir ces idées. Je me mets un peu à sa place, parce qu'il y a des femmes ici qui sont licenciées. La pauvreté, à faire ça? La pauvreté ne peut pas nous amener à faire cela, mais il faut voir l'état auquel cette femme se trouvait avant de poser cet acte. Parce que le tout, ce n'est pas de dire qu'elle a fait assassiner son enfant, mais cela ne lui donne pas aussi le droit de le faire. Mais nous devons comprendre, en tant que parents et en tant qu'acteurs de la société, qu'est-ce qui a poussé cette dame à agir de telle façon. Ok. Jean Sémé, vous accordez, on va le dire comme ça, des circonstances atténuantes, comme ça me dire qu'une mairie, la société a sa part des responsabilités, la pauvreté, comme toujours. Monsieur Tout, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord cadrer mes propos sous le sceau de la présomption d'innocence dont bénéficient tous les acteurs qui ont été interpellés dans le cadre de cet acte odieux. Nous avons tous été impressionnés d'abord par le spectacle que nous avons observé, c'est-à-dire cette tête qui a été tranchée, pas au niveau de l'œsophage, mais au niveau de la partie supérieure du cou, oui, d'un enfant de 9 ans, tranchée à la partie supérieure du cou et jetée de façon très lâche dans un dépôt d'ordures. Nous avons tous été impressionnés. Ensuite, nous avons été meurtris parce que face à un tel spectacle, on reste sans voix. Sur les conséquences maintenant sur la société telles que l'a évoqué madame, je pense que un sociologue pourrait bien évidemment aborder davantage sur la question. Oui, justement, je vous sens vous couper. Nous attendons le docteur Charles Ngadjifna qui est coincé quelque part. Il arrive, il va nous expliquer sur le plan sociologique. Voilà, exactement. Donc le sociologue pourra nous édifier davantage là-dessus, mais je pense que dans une première accession, à partir des premiers éléments dont nous disposons, on peut quand même dire que il y a certainement un problème sociologique évident dans un tel acte qui met en exergue une génitrice, un enfant, son patron et une sœur. Une sœur qui, selon les premiers éléments que nous avons bien évidemment, aurait reçu l'enfant pour un week-end et dont la génitrice accuse d'avoir livré cet enfant au drame qui est arrivé il y a 3 jours. Je pense que sur le plan sociologique, est-ce qu'on peut le mettre sur le dos de la pauvreté? Je ne pense pas. Il y a des millions de Camerounais qui coupissent dans la pauvreté, mais qui ne franchissent pas le Rubicon d'un tel acte aussi odieux. Ils exercent des petits commerces et l'histoire nous dit que la génitrice en elle-même était tenancière ou allait travailler dans un restaurant et s'est fait embaucher par l'une des personnes qui a été interpellée. Donc sur le plan sociologique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire. Mais maintenant sur le plan personnel, la mère, comme l'a dit la panéliste, oui, a le devoir de protéger son enfant parce que c'est elle qui l'a enfanté. Oui. Elle a également le devoir de l'éduquer, mais à l'image des faits qui nous sont présentés aujourd'hui, cette dame, qui est présumée innocente, je le rappelle, a complètement failli à son devoir de mère. On espère que la police nationale et la gendarmerie qui sont descendus sur les lieux et qui a su juguler la furie qui se dégageait déjà depuis de la part de la population. Oui. On les salue à cet effet. On espère qu'ils nous donneront toute la lumière sur ce qui s'est exactement passé, tant sur le plan personnel, sur le plan sociologique et sur le plan criminel, parce qu'il s'agit quand même d'une affaire extrêmement grave, oui, dont le Camerounais, non seulement le Camerounais lambda, mais également les autorités doivent avoir toute la clarté. Donc on laissera peut-être les soins à ces autorités de nous dire toute la vérité sur l'affaire, sur ce dossier. Voilà, lui également, il vient de nous rejoindre sur ce plateau. Lui, c'est Maître Martin Bitton. Maître, bonsoir. Bonsoir, Serge. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, anciennement magistrat. Oui. Voilà, une affaire comme celle-là,
déjà vous, en tant que père, comment, avant, on va utiliser la casquette après, comment vous avez réagi, quand vous avez appris ça? Mais c'est simplement triste et même c'est odieux comme acte. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une mère qui a porté un enfant pendant au moins 9 mois, qui se doit de protéger sa progéniture. Vous vous rendez compte, une folle, c'est qu'il faut protéger son enfant. Et là, elle est plus que folle, elle est allée au-delà. Je crois que... Est-ce qu'il est établi que c'est elle qui a commis la... Elle est présumée. Non, enfin, évidemment, on est en train de supputer, mais nous savons que c'est des actes courants. Quand on parle de crimes, n'est-ce pas, rituels, nous savons que c'est des actes courants. Et lorsque nous savons que certains ne jurent que par l'argent, le matérialisme pousse les gens à aller trop loin. Mais je dis, c'est inexplicable. Ok. Queen Mary, on parle d'un voyage qui était prévu, aller en Occident, dont il faut sacrifier l'enfant, c'est ça? D'après ce qu'il a écrit, ce qui est écrit sur la presse, je pense que pour aller en Europe, on n'a pas besoin de sacrifier un enfant. On n'a pas besoin de poser des actes démoniaques pour voyager. Et pourquoi même voyager? Nous avons tout dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de voyager pour gagner le pain au quotidien. C'est pour cela que moi, en tant que mère et en tant que secrétaire général dans le Cameroun, nous disons aux jeunes filles de ne pas se précipiter à faire des enfants. Parce que moi, je pense que si cette dame était mariée ou le père de cet enfant était présent et qu'il vivait dans un foyer, un acte comme ça ne serait arrivé. Alors, c'est quoi, vous remettez en cause la monoparentalité? Oui, je remets en cause la monoparentalité. Est-ce qu'on va donc forcer les gens à se mettre ensemble? Il faut faire le choix. On ne doit pas se précipiter à accoucher. Si on n'a pas un mari, si on n'a pas un époux, on doit prendre le temps de faire des enfants. C'est parce que les gens font des enfants sans se rendre compte que non, demain, il faudrait que je m'occupe de ces enfants qui sont obligés d'aller à la quête de l'argent, de chercher à aller à l'étranger pour pouvoir survivre. Mais le bonheur ne se trouve pas là-bas. Ici, dans notre pays, nous avons tout. On peut vendre des beignets pour élever ses enfants. Moi, j'en ai vu autour de moi. On n'a pas besoin d'aller sacrifier un enfant. Et puis, on ne miroite pas son futur. Parce que cette dame, elle sait pas ce que cet enfant pouvait être demain. Même folle ne peut pas sacrifier sa fille. Je ne sais pas si c'est une fille ou bien c'est un garçon. Mais je me dis qu'il n'y a pas le bonheur à l'étranger. Que les gens comprennent et que l'État aussi essaye de mettre un accent sur la jeune fille. Parce qu'on a l'impression qu'au Cameroun, la jeune fille est délaissée. Nous avons des institutions sociales qui doivent éduquer les enfants. Ils doivent me faire du porte-à-porte. Nous pouvons le faire. Aller dans des foyers, éduquer les enfants, organiser des conférences pour éduquer les jeunes filles. Parce que parfois, c'est parce qu'elles ne savent pas comment élever ces enfants qu'elles sont obligées d'aller faire des actes qui sont même au-dessus de mon entendement. Donc moi, je dis que l'État doit s'occuper des jeunes filles. Et l'État doit tout faire pour faciliter l'emploi aux Camerounais. Parce que je continue à dire que c'est le manque d'emploi, c'est le chômage qui dérègle les cerveaux des gens. M. Issa Thiro m'a dit que les Amazoniens, c'est parce qu'ils fument le chanvre indien, qu'ils commettent certains actes. Je peux aussi dire que c'est parce que ces filles sont mal entretenues qu'elles posent des actes comme ça. Okay. Merci. Et Georges Semé, cette thèse du voyage, elle semble vous convaincre? Écoutez, certaines personnes, tout à fait, certaines personnes empruntent la Méditerranée par des moyens rocambolesques pour y arriver. La présumée dame qui serait coupable de cet acte aurait bien voulu vendre les organes de cet enfant pour aller en Europe.
Mais je crois que l'argument de la monoparentalité pour justifier un tel acte odieux, même s'il est pertinent, il ne tient pas la route parce que nous avons des millions et des millions de Camerounais et de Camerounaises qui vivent dans la monoparentalité, mais qui ne peuvent pas aller jusqu'à sacrifier leur progéniture ou alors un membre de leur famille pour aller, soi-disant, à un certain voyage. Mais qu'une mairie dit que c'est la présence d'un homme quand même dans ce foyer, on ne serait pas arrivé là. Non, je dis et je répète que cet argument, pour moi, il est pertinent, mais il ne saurait justifier un tel acte. Parce que lorsqu'on se rapproche des services des affaires sociales, il y a bien évidemment des familles, hommes ou femmes, qui vivent dans la monoparentalité et on n'arrive pas à de tels drames. Ces familles même monoparentales, elles vivent plutôt dans la quiétude. Dans la quiétude, il y a des exemples autour de nous, on peut le voir. Donc c'est un argument qu'il faut battre en brèche, mais je le mettrai plutôt sur le compte de la part du gain. Et le cas de la dame qui est aujourd'hui présumée coupable ou alors présumée innocente, c'est quand même une dame assez mûre. Elle franchit déjà la quarantaine d'années et on ne comprend pas sur le plan sociologique cette part du gain dont elle est imbue pour aller à l'étranger. Alors que elle a déjà un emploi au Cameroun, même si l'emploi n'est pas tout à fait décent, elle a un emploi au Cameroun, elle a une famille, mais à cet âge, elle rêve encore, elle se fait encore miroiter d'un avenir assez prometteur hors du Cameroun. Donc elle a choisi le mauvais moyen, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui franchissent la Méditerranée par des moyens que l'on connaît, mais elle a choisi peut-être d'emprunter un autre moyen qui est absolument illégal et qui est très macabre pour y arriver. Et on espérait avoir sur ce plateau un sociologue qui allait vraiment nous expliquer sur le plan sociologique ce qu'il en est exactement. Mais je pense que mon avis personnel, c'est que la peinture sociétale qu'on peut faire de cet événement, c'est exactement la volonté de s'enrichir rapidement ou alors la part du gain aller vers un avenir meilleur parce que sur place, on n'a vraiment pas trouvé la richesse espérée. On espère qu'on va la trouver, on va trouver cette richesse à l'extérieur, quels qu'en soient les moyens. Et elle a choisi, je parle encore sous le sceau de la présomption d'innocence, elle a choisi de tuer son enfant, de vendre des organes avec de faire de l'argent pour quitter le Cameroun. Maître Bitton, la crainte de Dieu dans tout cela. Ben justement, vous m'avez mis sur le chemin sur lequel je voulais m'engager. Il manque le sentiment humain à cette femme et évidemment la crainte de Dieu, parce que on ne comprend pas que pour s'enrichir il faille commettre un crime ou il faille poser des actes délictueux. Non, je pense que nous savons qu'avec l'Internet, on peut intéresser certaines personnes qui ont besoin d'adopter, n'est-ce pas, des enfants. Et il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, je crois que vous avez suivi une méga star américaine qui est venue adopter un enfant et à coût de millions. Oui. Donc, il faut déjà sauvegarder la vie. Elle est qui pour ôter la vie à quelqu'un parce qu'elle veut s'enrichir? Et quel bonheur y a-t-il à avoir beaucoup d'argent après avoir commis un crime? Je crois qu'il lui manque même la conscience, parce que déjà, lorsque vous commettez un acte pareil, vous êtes déjà prisonnier de votre conscience et vous ne serez jamais heureux. Okay. Donc la crainte de Dieu y est pour quelque chose. Il faut que les gens apprennent à craindre Dieu et vraiment le reste suivra. La plupart du temps, ce sont des personnes qui partent à l'église qui commettent ce genre d'actes. Il y a une phase. Il faut souvent laisser Dieu là où il se trouve. Il y a une chose, aller à l'église, être religieux et craindre Dieu. Et être un enfant de Dieu. Il y a une grande différence, madame. Ok. Bon, maître, je reste avec vous. Oui. Que prévoit le code pénal? Pour tous ceux qui sont incriminés, présumés innocents. Oui, pour ce cas-ci, on parlera d'abord d'infanticide. Oui. Par rapport à la dame, n'est-ce pas, cette femme, qu'elle soit auteur principal ou complice, est passible d'une peine de 5 à 10 ans. Bon, jusque-là, moi, je trouve que c'est même minime, parce que ce n'est pas criminel. Par contre, si c'est
quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, que ce soit un auteur principal ou un complice de ce même crime, on va taxer cela d'assassinat, punissable de mort. Vous voyez? Oui. Mais pour Dieu, le crime, c'est le crime. Que vous passiez là, pour Dieu, c'est un crime mortel. C'est un crime, n'est-ce pas, qui est pris au même titre que le meurtre, que l'assassinat, que l'infanticide. C'est la même chose. Ok. Jean Sémé, je reste avec vous. Au niveau, comment vous pensez que la famille, les proches de la dame, peuvent accueillir celle-ci? Bien, d'abord, un mot sur la question que vous venez de poser à Maître Bitton. Je crois qu'à ce stade des enquêtes, et vu le nombre de personnes qui a été interpellé, oui. On peut mettre sur la table plusieurs qualifications. Il a parlé d'infanticide, mais on peut parler également de meurtre, assassinat, homicide, mais également de trafic d'organes ou bien d'enlèvement de mineurs. Je crois que ces qualifications seront attribuées à toutes les parties prenantes, à toutes ces personnes qui ont été interpellées suivant l'évolution des enquêtes. Et bien évidemment, elles ont été interpellées, mais elles bénéficient encore de la présomption d'innocence. Mais maintenant, sur la réaction des familles, parmi les personnes qui ont été interpellées, il y a la principale concernée, qui est présentée comme la mère de l'enfant qui a été décapité. Et il y a une autre qui est présentée comme la sœur de la mère de l'enfant décapité. Je crois que sur le plan familial, c'est déjà un drame, un scandale familial, un drame familial qui crée certainement un énorme malaise et qui certainement va faire de gorges chaudes au sein de la famille. Les éléments qui ont été transmis aux journalistes que nous avons prouvent effectivement que la famille est répartie sur au moins 3 régions. La région de l'Ouest, la région du littoral et la région du centre. Et lors du déroulé des enquêtes, toutes ces familles, toutes ces personnes ont été bien évidemment saisies pour donner leur part de vérité dans ce qui se déroule actuellement du côté de la région du centre. Chacun a donné sa vérité, mais toutes les informations concordantes sont en défaveur de la dame qui est présentée aujourd'hui comme étant la mère de la fille. Donc, je crois que il y a ce drame familial, mais il y a également cet étonnement de ces membres de la famille qui sont aujourd'hui devant le fait accompli. Il y a un élément qui est passé dans une chaîne qui est concurrente à la vôtre, où on a demandé à la maman qui disait que sa fille, l'enfant était allé en week-end chez sa grand-mère. Or, la grand-mère dit qu'elle sait que la fille est chez sa maman. Donc, il y a déjà cette partie de ping-pong qui fait qu'au sein même de la famille, il y a des sons dissonants. Donc, la famille sera complètement déboussolée et s'il y a un conseil familial, il y aura certainement des assises pour régler cette histoire. Mais nous sommes encore sur le plan pénal, sur le plan civil, et je pense qu'avec l'évolution des enquêtes, on pourra voir clair non seulement sur les responsabilités familiales, mais également sur les responsabilités parallèles, parce qu'on nous a présenté un monsieur qui serait l'employé de la mère et de la fille, qui devra également rendre gorge à côté du rapport qu'il y a entre la dame elle-même et sa sœur, et la responsabilité qui devrait être établie à ce propos. Queen Mélisse, la famille est complète, va imploser là? C'est tout à fait normal que la famille soit. Il y a des camps qui vont forcément se constituer, ou bien qui sont déjà constitués? Dans le camp d'espèces, il y aura toujours plusieurs camps, parce qu'il y aura des doutes. Parce qu'on se rend compte qu'elle raconte plusieurs versions. Tantôt l'enfant est allé chez la grand-mère, tantôt l'enfant. Donc moi, je me dis que c'est une honte pour cette famille. Est-ce qu'il y a des gens dans la famille qui pourront comprendre son geste et d'autres qui vont la condamner? Voilà pourquoi je parle d'implosion de la famille. Moi, je voulais plutôt attirer ton attention sur ce volet. Oui. Il y a certaines choses qui se passent dans les familles. On ne sait pas pourquoi. Mais essayons de voir les arrière-grands-pères ou bien grand-mères de voilà de pourquoi cet je dis enfant. donc, est-ce qu'il y a des gens dans la famille qui vont, c'est-à-dire la comprendre, l'accompagner dans sa façon de faire, et d'autres qui vont condamner son acte? Personne ne peut comprendre un tel geste. Personne. Cette dame, l'acte qu'elle a posé, j'espère qu'elle sera vraiment présumée coupable. Mais si elle est coupable et que les faits sont établis,
Moi, en tant que mère, il n'y a pas de sentence juridique. Moi, en tant que mère, elle doit être condamnée à perpétuité. Et cette loi qui dit c'est prévu par parce que cette loi qui dit je vais justement lire cette loi qui dit si elle est encore présumée coupable, elle doit avoir présumée innocente, elle doit avoir 5 ans ou bien 2 ans d'emprisonnement. Moi, en tant qu'une mère et en tant que responsable d'une association qui est là pour la légalité, pour la justice, cette dame doit être condamnée à perpétuité si elle est coupable. Oui. Mais pour le moment, les faits ne sont pas encore établis. J'espère que le juge va lire le droit et il va comprendre la voix d'une dame comme moi qui demande à ce que si cette dame est coupable, qu'elle soit condamnée à perpétuité pour servir de leçon aux autres. Madame, la perpétuité ne se délivre pas comme ça. Il faut qu'elle passe devant un juge et puis le juge... C'est ça que j'ai dit, que le juge doit lire le droit. Voilà, Maître Bitton, qu'est-ce qui est donc prévu? Qu'est-ce que dit le code? Oui, je vais vous lire le code, mais avant de vous lire le code, j'aimerais dire que il n'y a pas de condamnation sans texte. Oui. Et il n'y a pas de loi sans texte. Hein? Il faut que la loi prévoie, n'est-ce pas, et la sanction soit applicable. C'est pas parce que par un coup de tête on dit nous on croit que c'est si vous voulez militer pour une loi pareille, vous saisissez l'Assemblée et on fait un projet de loi, hein, ou une proposition de loi, mais on tient compte de beaucoup de paramètres. Bon, maintenant, j'aimerais rectifier ce que notre panéliste de gauche a dit tout à l'heure. Voilà, article 340 du Code pénal dit sur l'infanticide: la mère auteur principal ou complice de meurtre ou de l'assassinat de son enfant dans le mois de sa naissance n'est passible que d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans. Sans que ces dispositions puissent s'appliquer aux autres auteurs ou complices. Ça, c'est déjà une précision. Et qu'est-ce qu'on rectifie, maître? Non, puisque vous avez dit tout à l'heure que on peut parler de meurtre, de l'assassinat, qualification, oui, par rapport à toutes les parties prenantes qui ont été appelées. Mais pas par rapport à la mère. Non, je n'ai pas dit ça, bien évidemment. Voilà. Je n'ai pas dit. Donc, bon. Alors maintenant, pour ce qui est du trafic, n'est-ce pas, d'organes, trafic et traite des personnes, vous voyez, est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Ça, c'est l'article 342 1. De 10 à 20 ans et d'une amende de 50 000 à 1 million de francs celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes. Deuxièmement, alinéa 2, le trafic et la traite des personnes sont punis d'un emprisonnement de 15 ans, de 15 à 20 ans, et d'une amende de 100 000 à 10 millions de francs. Lorsque l'infraction est commise à l'égard d'une personne mineure de 15 ans, si l'auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime. C. Si l'auteur des faits a autorité sur la victime et ou est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la traite ou le maintien de la paix. D. Si l'infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs. E. Si l'infraction est commise avec usage d'une arme. I. Si la victime a subi des blessures telles que décrites à l'article 277, c'est le meurtre, n'est-ce pas, oui, du présent code, ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés à ces faits. La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30, c'est-à-dire plusieurs incapacités. Vous ne pouvez pas, par exemple, adopter un enfant, il y a beaucoup de déchéances. Okay. Donc, vous voyez, la loi a tout prévu. Ok. Pour le cas d'espèce, donc. Oui, mais nous parlons ici du cas d'espèce. Oui. Justement, puisque c'est l'une des infractions qui peuvent être visées par ce cas-ci. Oui, tout l'espoir qu'elle n'aurait pas
hein, si c'est avéré, qu'elle n'aurait pas agi seule. Bon, évidemment. Oui. Et les complices sont impliqués. Sanctionnés au même degré? Plus que la mère. Puisque la mère, on lui donne des circonstances atténuantes, n'est-ce pas? Mais je dis que, comme disait notre panéliste en face, vu la gravité des faits, elle devrait écoper des mêmes peines. Parce que ce n'est pas normal qu'une mère sacrifie son enfant pour avoir de l'argent, si c'est avéré. Okay. Parce qu'elle pouvait passer par autre moyen, savoir que son enfant est en vie quelque part, mais avoir quand même. Elle pouvait même dire que je vends l'enfant, mais sans toutefois demander qu'on coupe l'enfant. Non, parce qu'il y a des mamans qui vendent leurs enfants. Il y a des mamans qui vendent leurs enfants, c'est-à-dire on lui donne de l'argent et il y a des parents qui n'ont pas d'enfants. Au lieu d'aller adopter l'enfant légalement, elle préfère par exemple donner l'enfant à une famille moyennant quelques sommes. Oui, parce que là au moins elle sait que l'enfant est vivant. Ou bien aller même dans un orphelinat, déposer l'enfant. Mais aller jusqu'à faire décapiter l'enfant, elle doit avoir le même traitement si les faits sont établis. Parce qu'en tant qu'une mère, je ne tolère pas. C'est quand même un abus de langage parce qu'on ne vend pas les personnes. Mais c'est une pratique. C'est une pratique commune. Oui, mais disons les choses telles qu'elles sont. Oui, nous sommes les Bantous. On doit dire des choses comme il le faut. Oui. Ah ouais. Ok. Bon, Jocelyn, vous avez parlé du trafic d'organes et tout ça. Ça renvoie, c'est pas loin des crimes rituels, là. Vous savez, le Cameroun a connu en 2015 et en 2016 ce cycle de cadavres qu'on a découvert du côté de Mimboman, une fois de plus à Yaoundé. Ça fait 3 ans qu'on n'avait pas vu ce type de spectacle et en 2018 on retombe dans le même cycle. C'est vrai qu'il s'agit d'un premier cas, mais il ne devrait pas être isolé. Et à chaque fois, nous sommes toujours à Yaoundé. En 2015 et en 2016, on n'était pas en période électorale. En 2018, on est en période électorale. S'agit-il d'un crime rituel? On peut faire on peut bien évidemment effectuer ce lien entre ce phénomène et la situation politique de notre pays. Pour parler d'un pays voisin au nôtre, au Gabon, on a constaté à chaque fois que lorsqu'il y avait des élections, il y avait toujours cette recrudescence de cadavres qu'on découvrait, soit sans les organes, sans les organes génitaux, ou alors sans la tête. Et c'était strictement lié à la campagne politique qui sévissait dans ce pays. Au Cameroun, on ne peut pas tout à fait déjà établir le lien entre le phénomène qui s'est déroulé il y a 2 jours et la campagne politique de notre pays, mais ce n'est pas négligeable. J'aimerais quand même rester sur le facteur crime rituel. Même si je n'ai pas tous les éléments qui me permettent de dire qu'il s'agit d'un crime rituel, mais je pense quand même que derrière cet acte, il y a un aspect économique qui n'est pas à négliger. Crime rituel, ce n'est pas tout à fait économique. C'est plus métaphysique que l'on ne le pense. La dame qui a été interpellée avec les autres avait certainement des raisons économiques pour effectuer l'acte qu'elle a commis. Donc, pour moi, il ne s'agit pas encore d'un crime rituel, mais je camperai sur ma décision de trafic d'organes parce qu'on a retrouvé la tête quand même tranchée. Et le tronc, ils ont... Voilà, et le tronc a été... Une partie du tronc, les autres parties du corps ont été retrouvées brûlées quelque part dans un coin de la maison après qu'on ait enlevé toutes les parties essentielles. Donc je me dis certainement qu'il y a une filière contrebandière de trafic d'organes qui a certainement ses ramifications à Yaoundé et c'est dans cette filière-là que s'est engouffrée cette dame avec ses présumés complices en attendant que, bien évidemment, les faits irréfragables nous soient établis par qui de droit, parce que les enquêtes sont en cours et la police certainement est en train de recouper, que ce soit dans la région du centre, dans la région du littoral et dans la région de l'ouest où sont établies la plupart des personnes à interroger. Queen Mary, après cette macabre découverte, c'est-à-dire le reste du corps dans le congélateur, il s'est emparé il y a une frénésie à Yaoundé. Les gens ont cru que dans ce restaurant on faisait manger de la chair, faisait consommer de la chair humaine aux clients. Moi, il y a une chose. Quand j'ai lu Restaurant Jésus,
Ça fait un tic dans ma tête. Les gens aiment utiliser le nom de Jésus, pourtant derrière, ils font des choses démoniaques. Comment quelqu'un peut donner le nom d'un restaurant Jésus? Ça veut dire que c'est un restaurant spirituel. Moi, lorsque je vois un nom comme ça, là, quelque part, restaurant Jésus, restaurant ceci, restaurant Allah, restaurant, je me dis qu'il y a quelque chose de spirituel dans ce restaurant. Et le comble est que c'est un Nigérian qui a ce restaurant. Et nous tous, nous connaissons les Nigérians. Les Nigérians mangent les gens. Donc pour moi, ce n'est pas surprenant. C'est grave, ça, madame. C'est grave, on ne peut pas le dire comme ça. À l'époque, nous, on a lu l'histoire. On a lu l'histoire, je retire mon mot. Je retire mon mot. Mais derrière chaque nom spirituel, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se trafique là derrière. Parce que je ne peux pas comprendre comment un monsieur peut mettre la tête d'un enfant dans un congélateur ou bien les organes d'un enfant dans un congélateur. Les organes était à la poubelle. Oui. Nous, on a vu ici, il y a des dames qui vendaient les beignets ici, à Douala, qui utilisaient l'eau sale dont elle faisait la toilette intime et après, elle préparait cette eau avec la farine. Tout à fait. Et c'était pour attirer la clientèle. Donc, je ne suis pas surpris que cet homme utilise la chair humaine dans ce restaurant. Et c'est monnaie courante au Cameroun. Les gens font des pratiques avec des églises qui les amènent à faire certaines choses parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais moi, je dis que l'État doit avoir un regard sur tous ces restaurants. L'État doit contrôler. Il y a un service sanitaire dans ce pays qui doit contrôler ce que les gens préparent, mais ils ne font pas leur travail. Parce que si le service sanitaire faisait son travail, allait dans chaque restaurant et vérifier si l'hygiène est bien, si ce qu'on donne... Mais il y a des descentes. Il y a... Mais les descentes. Elle fait les descentes. À quel rythme? À quelle fréquence? À quelle fréquence? Voilà un emploi. On devait recruter des jeunes pour ne serait-ce que faire cela. Aller dans les restaurants, c'est-à-dire vérifier l'état hygiénique. Sans parler de ceux qui vendent les choses là en route. Tout ça là n'est pas bien pour un pays. L'État doit être là pour tout contrôler. Si elle ne peut pas tout contrôler, mais qu'elle cherche des organes qui peuvent le faire. Il y a des organismes ou bien des associations qui peuvent se réunir pour dire que voilà, nous allons travailler uniquement pour l'hygiène, pour regarder ce qu'on vend aux Camerounais. On ne doit pas toujours jeter la faute sur ces gens qui tuent, qui assassinent. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que l'État fait? Parce que s'il y avait un service d'hygiène, on devait découvrir ces organes. On ne serait même pas en train de tergiverser aujourd'hui, dire que est-ce que c'est lui? On devait découvrir. Parce que là maintenant, nous sommes dans l'impasse. Ok. Une fois de plus, l'État a interpellé, Maître Biton. Oui, avant de parler... L'État ne joue pas son rôle. Avant de parler de l'État, je voudrais quand même dire quelque chose. Vous savez, nous sommes sur un plateau de télévision et en direct en plus. Oui. Il faut qu'on soit modéré, n'est-ce pas, parce que, vous savez, en droit, on dit que celui qui allègue une chose, la charge de la preuve lui incombe. Il faut pouvoir prouver. Si on ne peut pas prouver, autant ne pas... Parce que ça peut vous attirer des ennuis. On peut vous poursuivre pour déclaration mensongère, pour calomnie, pour ainsi de suite, beaucoup de choses. Bon, ceci dit, il faut dire que ce genre de crime n'est pas nouveau. Moi, quand j'étais... magistrat. Oui, par ailleurs, on parle de vice-président du tribunal de grande instance, mais ici, chez nous, c'est premier juge. C'est-à-dire, après le président, c'est moi qui suivais. J'ai été confronté à un crime de ce genre. On a tué un enfant de 12 ans, on lui a coupé la tête. À l'époque, on parlait de l'enfant décapité à Douala. Ça a attiré foule ici et toute la République était émue à cause de cette affaire. On a tenté même de venir vous connaître. Voilà, justement. Et j'étais président de la collégialité des juges parce que en matière, lorsque c'est aussi grave, on doit former une collégialité soit de 3 magistrats, soit de 5 magistrats. En tout cas, il faut toujours un nombre impair pour que le ballon puisse peser d'un côté. Au cours du vote, n'est-ce pas, qu'il y ait un côté qui pèse sur l'autre. Donc il y a eu ce cas qui a impliqué même des grandes autorités de la place, des Nigérians, des Camerounais, et ça
entraîner beaucoup de choses. Donc, déjà, comme ils savaient que je suis intraitable, n'est-ce pas? Bon, la corruption est entrée, et ce qui est arrivé. Ça a poussé même plus tard que le premier crime, le premier assassinat de magistrat sorte de cette affaire. Puisque j'ai expliqué ça à l'émission qui m'a été consacrée dimanche avec nous. Oui. Voilà, donc ce n'est pas nouveau. Mais je dis que l'État ne peut pas tout faire. Seulement, il faut être rigoureux lorsqu'un cas comme ça arrive. Parce que l'exemplarité aussi joue. Lorsque, n'est-ce pas, vous tergiversez, lorsqu'il y a l'impunité s'installe, ben, on a l'impression que il y a libre cours à faire ceci ou cela. Non, je crois que là, il faut vraiment être impitoyable. Donc, la justice est interpellée, là? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et une fois de plus, j'ai dit, un juge qui est père, qui est parent, qui a un sentiment humain, ne devrait pas se salir les mains avec, même si c'est des milliards qu'on lui donne, c'est inadmissible, intolérable, n'est-ce pas, qu'on puisse se lancer à la corruption pour de tels faits. Puisque là, en début d'émission, Marie semblait parler de la pauvreté. Mais la pauvreté... On peut mettre ça sur le dos de la pauvreté. Oui, la dame a voulu aller chercher de l'autre côté un avenir meilleur. Oui, mais même là où il y a la richesse, on remarque ce genre de crime. C'est pas, la pauvreté n'explique pas tout. Et puis, ma foi, que les gens mangent à la sueur de leur visage, comme prévoit Dieu dans la Bible, n'est-ce pas? Tu dois faire un effort, travailler pour pouvoir gagner ton pain. Lorsque vous prenez des raccourcis comme ceux-là, évidemment, on met ça sur le compte soit des sectes, n'est-ce pas, sataniques, soit, n'est-ce pas, des pratiques qui ne sont plus orthodoxes. Tout à fait. Ok. Et au niveau de la société va la condamner? Mais bien sûr. Vous savez que la société africaine aime des hommes. Oui. N'est-ce pas? Lorsqu'un enfant naît, c'est la grande fête. Les grands-parents aimeraient même s'occuper des enfants. Donc, ça ne s'explique pas. Je crois que tout cela, la société est un peu, disons, omnibulée par l'évolution, n'est-ce pas, qui nous vient de chez les Blancs. Ça crée même une psychose dans la société. Parce que l'acte a créé une psychose dans la société. Vous savez, nous, les mamans, nous ne serons plus... Oui, on a commencé à voir des mamans qui ne veulent plus... Ça crée une psychose, parce que même laisser ton enfant jouer sur la cour, ça sera plus facile. Okay. Ça sera plus facile. Et il faut être justement vigilant, parce que désormais, on voit les gens envoyer les enfants... vendre ceci ou cela. Je pense qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait l'autodéfense dans des quartiers. Je ne sais pas vraiment, mais on doit mettre l'accent. Les chefs de quartier doivent mettre l'accent sur l'autodéfense. Quelqu'un ne doit pas apparaître dans un quartier qui est inconnu. C'est-à-dire, on doit être strict. C'est-à-dire, les mesures de sécurité doivent s'accroître dans toute l'étendue du territoire. Mais Josémé, là, c'est un cas où c'est la propre génitrice qui livre son enfant. Ce n'est pas comme si c'est quelqu'un qui venait d'ailleurs, venait prendre l'enfant. Bien, ce sont les premiers éléments que nous avons aujourd'hui, mais j'insiste sur la présomption d'innocence de toutes ces personnes qui ont été interpellées, même si tout porte à croire qu'elle serait la première responsable de l'acte qui a été posé. Sur la responsabilité de l'État, je pense que c'est à juste titre qu'on devrait s'interroger effectivement sur le rôle que l'État devrait jouer en ce qui concerne son rôle régalien de l'ordre public. L'ordre public, comme vous le savez, qui englobe quand même certaines notions, la sûreté publique, la sécurité publique et la tranquillité publique. En matière de sécurité publique, ce sont toutes ces mesures qui englobent la vie paisible en société. Et dans ce cas d'espèce, du restaurant Jésus,
je crois que l'État a failli en matière de sécurité publique, parce que s'il y avait une surveillance étroite de cette sécurité publique, on ne serait pas arrivé à cette catastrophe. Sur maintenant le rôle que la société devrait jouer à l'encontre de cette présumée dame, je pense que la justice ici est prononcée au nom de la société et appartient bien évidemment à la justice de la condamner. Et je salue encore bien évidemment les forces de l'ordre qui ont su contenir cette meute de personnes qui n'attendaient que en découdre avec toutes ces personnes qui ont été interpellées. Sinon, on aurait assisté à une situation plus catastrophique. Le charge de justice populaire. Tout à fait. Voilà, merci. Cédric Nouffelet, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. Et au menu, 2 ou 3 escales pour les Vous millions de suivrez téléspectateurs. ce soir des révélations troublantes sur cet infanticide survenu dans une banlieue de Yaoundé au lendemain de l'arrestation des 2 principaux suspects. Nos reporters ont mené leur enquête et des populations et clients de ce restaurant témoignent sur des pratiques obscures opérées dans ce restaurant éclaboussé dans cette affaire. Nous évoquerons des images qui ont fait déjà le tour du Cameroun et du reste du monde, des femmes qui se sont mobilisées ce matin à Boya afin de pouvoir prêcher la paix sur le théâtre de la crise anglophone et demander à toutes les parties engagées dans les conflits armés de faire taire les armes pour permettre aux enfants de retourner à l'école le lundi 3 septembre 2018, mais une rentrée scolaire avec de nouvelles modalités d'inscription qui constituent déjà un casse-tête, des grincements de dents également observés chez ces parents d'élèves qui s'agglutinent devant certains établissements scolaires publics à Douala. On en parlera dans le chapitre éducation du journal de 20h. Nous évoquerons également ces larmes du Cameroun devant le décès de ce patriarche et industriel, Kadji de Fotso. C'est désormais le chef de Bana qui s'est déplacé pour venir reconforter la famille. C'était un notable également dans cette chaufferie importante dans la région de l'Ouest. On en parlera dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, l'essentiel de tous ces titres sera développé dans le 20h de Cédric Nouffelet. Dans un instant, quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie des experts pour le débrief. Retour sur le plateau d'Equinox Soir, toujours en compagnie des experts. Il y a un qui vient de nous rejoindre. Lui, c'est le docteur Charles Ngadjifna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant de sociologie à la faculté de l'Inde et des sciences humaines, l'université de Douala. C'est exact. Et depuis quelques mois, le chef de division des affaires académiques, de la recherche et de la scolarité. Voilà, merci. On doit dire quoi? Félicitations quand même, non? Disons que c'est une promotion quand même, chef de division. Je crois que ce qui reste après, c'est le décret. C'est le niveau supérieur des arrêtés ministériels. Ok. Docteur Ngadjifna, vous êtes au courant de cette affaire. L'analyse du sociologue, tout le monde l'attend. Comment comprendre ce geste, surtout la génitrice? Disons que c'est assez triste de demander peut-être les raisons, c'est peut-être difficile de trouver quelques explications peut-être à cette situation. C'est assez rocambolesque et c'est assez surprenant que les jeunes mortifères continuent à entretenir la mentalité de beaucoup d'entre nous. Et quelques pistes quand même, pas de justification mais d'explication du phénomène peut-être se posent. Et dans l'analyse anthropologico-sociologique, je crois qu'elle se retrouve ses sources dans la logique des 3 P. Les 3 P entendus comme pauvreté, puisque c'est la pauvreté qui peut amener les uns et les autres à agir de la sorte pour pouvoir répondre aux besoins de subsistance basiques.
L'autre P concernant la perversité, parce que cela relève d'un déplacement du curseur sur les normes éthiques et morales, parce qu'il faudrait également être justifié d'une certaine moralité en baisse pour arriver à commettre de telles atrocités. Et puis, vous en doutez peut-être, l'autre P peut relever maintenant du pouvoir, parce que poser de tels actes suppose une certaine appartenance ou alors une certaine croyance à certains rites, mythes ésotériques. Vous devez bien comprendre, puisque poser de tels actes suppose qu'on est en quête d'une certaine autorité, en quête d'une certaine puissance, et peut-être pour répondre à une certaine affirmation relativement à la loi économique peut-être développée par Maslow. Donc voilà, dans une analyse première, la logique des 3 P qui peuvent... pauvreté, perversité et pouvoir. Et il y a un 4e P subsidiaire qui s'ajoute, c'est le P triple de la peur, de la psychose et de la panique. Mais ce 4e P se justifie davantage parce que le fait que la fille peut être portée à poser de tels actes relativement à la répréhension de ce que les parents peuvent dire. Mais cela est tributaire davantage du contexte des ébats de puberté. Parce que une fille qui est peut-être tombée enceinte dans la mouvance de la puberté peut développer une certaine peur à porter la nouvelle à ses parents. Elle peut être portée à commettre de tels actes. Elle peut avoir la psychose de ce que le regard d'autrui peut poser sur elle. Et évidemment, il y a la panique maintenant qui peut s'aimer relativement à ce que l'expérience de l'enfantement est une expérience qui côtoie la mort. Parce que donner la vie est, dans une approche antithétique, donner également la mort. Donc voilà la logique des 3 P subsidiaires qui constituent le 4e P des logiques qui peuvent justifier de telles atrocités, de telles inepties et de telles immoralités. J'allais dire même de telles insanités. Mais la dame a plus de 40 ans, docteur. Évidemment, c'est pourquoi ça exclut la logique maintenant des autres P. Oui, ça ne peut pas être un P de la psychose, un P de la panique ou bien un P de la peur. Maintenant, il faudrait une analyse en profondeur, pour parler comme Crozier, pour définir les mobiles exacts. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas trouver des raisons valables à justifier de tels actes parce qu'il est incompréhensible qu'on puisse porter un enfant. Le plus dur peut-être c'est la période de gestation et arriver à le commettre. Je crois que c'est simplement un acte satanique qui ne trouve pas de raisons objectives à partager sur ce plateau. Il faut simplement décrier ce fait et prier à ce que les valeurs peut-être religieuse, puisque le mal prend naissance dans le cœur des hommes, et j'espère qu'elle aura repentance aux yeux de son Seigneur si elle en a un. Jean-Sémé, les 3 P, pauvreté, perversité et pouvoir. Depuis le début de l'émission, on a tablé sur les deux, le premier et le 3e. On a oublié la perversité. Tout à fait. Toutes les hypothèses qui viennent d'être évoquées par le sociologue ont été évoquées sur ce plateau, et même la perversité, parce que c'est madame qui l'a évoqué. Mais je crois qu'en ce qui concerne l'hypothèse du pouvoir et de la perversité, moi personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je table plutôt sur l'aspect pauvreté, l'aspect économique même de ce drame. Et tous les faits, on l'a vu sur votre reportage, tous les faits concordent sur ce que l'acte qui a été commis par cette dame était plutôt un acte de recherche de l'argent pour aller voir outre-mer. Donc les hypothèses sur la perversité et le pouvoir, pour moi, si elles sont pertinentes, mais on peut l'avoir utilisé. Vous avez parlé de crime rituel. Bien, tout à l'heure, j'étais très mesuré également. Tout à fait, j'étais très mesuré également sur l'hypothèse des crimes rituels, parce que si j'ai pris l'exemple du Gabon où on fait une adéquation entre le contexte politique et les crimes qui se sont déroulés dans ce pays, pour le cas du Cameroun, on ne saurait le faire parce que c'est encore un acte isolé, même si tout à l'heure j'ai rappelé qu'en 2015 et en 2016, il y a quand même eu ces crimes de Mimboman. Or, c'était à une période où il n'y avait quasiment pas des opérations électorales. Donc, on ne saurait dire que l'acte qui a été commis à Éleveur puisse être lié à l'activité politique en cours. J'insiste sur le fait qu'il s'agit certainement d'un crime, mais plus économique que rituel. Et pour aborder dans le sens peut-être de la criminalité, je pense également qu'on ne pourrait écarter ici l'hypothèse d'un trafic d'organes humains, parce que on a retrouvé la tête, mais les autres organes ont été dépecés
on a retrouvé certainement d'autres parties dans un congélateur, mais on ne sait quelle destination ont pris les autres organes qui sont des organes vitaux. Certainement, il y a une filière de contrebande des organes humains et impliquant, vous savez que nos amis du Nigeria parfois sont taxés des personnes qui trempent très souvent dans le trafic d'organes humains, et dans la scène qui se déroule à l'éleveur, il y a on va pas taxer, c'est pas besoin de taxer entre guillemets, bien évidemment, il y a des Camerounais également qui sont impliqués là-dedans. Oui. C'est pour ça que dans l'extrait qu'on a vu dans le journal de 20h, il y a bien évidemment un Camerounais qui est impliqué avec des Camerounais. Donc certainement il y a une filière qui implique le trafic d'humains à côté de ce que les présumées personnes qui ont été interpellées voulaient certainement de l'argent pour certains dessins qu'ils projetaient. Voilà. Oui, docteur. Oui, je voudrais quand même préciser que c'est une analyse globale qui a été peut-être faite, mais qui ne dispense pas le fait qu'on occulte la possibilité du paix relativement au pouvoir. Peut-être ce que le co-panéliste n'a pas peut-être compris, c'est que dans une approche de sémantique ou bien de terminologie, après pouvoir, il y a un additif. Il y a une recherche de pouvoir économique, par exemple. Donc vous voyez que dans l'un ou dans l'autre cas, le pouvoir s'impose dans tous les cas, parce qu'il peut s'agir effectivement d'un pouvoir économique. Donc, il y a les autres versants. Donc, je reste sur le fait que, dans l'ensemble, puisque personne de nous n'était là, et nous ne sommes que dans des conjectures et des réflexions qui permettent de comprendre. Et je reste ferme que le quartier des paix sont valables dans ce genre de situation, quitte à décliner le pouvoir comme pouvoir économique. Queen-Marie, vous étiez la première à évoquer la pauvreté comme élément, comme point de départ. Comme point de départ. Oui, c'est d'abord la pauvreté qui pousse une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois à le faire. C'est ce qu'on doit retenir. Oh, je dirais oui. Donc lorsqu'on est buté à certaines difficultés, on est prêt à tout. Ça dépend de l'endroit où on a grandi. Parce que le milieu aussi impacte l'homme. Ça influence la personne. Et je suis d'accord avec le sociologue, docteur, oui. le sociologue sur le pouvoir. Parce que bien évidemment, la plupart des personnes font des crimes rituels parce qu'ils sont à la recherche du pouvoir. Le pouvoir pour la dominance, le pouvoir d'achat. Donc nous avons ici 2 cas d'espèce, le pouvoir d'achat et la dominance. Alors, cette dame, soit elle est à la recherche du pouvoir de dominance ou elle est à la recherche du pouvoir d'achat. Elle bénéficie de la présomption d'innocence. Oui. Bon, j'ai vu au niveau du journal comment est-ce qu'on a relaté les faits. Bon, vraiment, tout reste à croire qu'elle est coupable. Excusez-moi. Mais c'est vrai qu'il y a la présomption d'innocence, mais il y a aussi le fait qu'il y ait des actes palpables, visibles qui sont là. Mais nous ne sommes pas juges. Serge, je disais tantôt qu'elle soit elle est à la recherche de la domination, soit elle est à la recherche du pouvoir d'achat. Et nous connaissons le contexte social de notre pays. Le chômage est, je ne sais pas, est à un niveau où les Camerounais sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et je suis sûre que cette femme n'a pas enfanté cet enfant dans les normes décentes. Quand je parle des normes décentes, c'est-à-dire qu'elle a conçu l'enfant parce qu'elle a voulu être mère. Donc c'est un accident, vous voulez dire que peut-être c'est arrivé comme ça, parce que pour une femme qui a désiré un enfant, vraiment, elle ne peut pas arriver à ce stade. Soit cet enfant avec un problème psychologique, soit cet enfant, c'est-à-dire lui causait certains problèmes. Cet enfant peut-être l'empêchait d'aller en boîte de nuit, d'aller peut-être danser. Elle était obligée d'être avec cet enfant à tout moment. Tout ça là peut amener quelqu'un à poser certains actes. Mais lorsque tu n'as pas désiré cet enfant, mais si tu as désiré l'enfant, quelles que soient les conditions, tu vas transporter ton enfant partout où tu iras. La mère doit protéger son enfant. La mère ne doit pas livrer son enfant aux sorciers, parce que ça, ce sont des actes de sorcellerie. Moi, en tant que mère, j'ai le devoir de protéger mes enfants. J'ai le devoir d'éduquer mes enfants. Et je demande aux mères d'éduquer normalement leurs enfants. Le tout, ce n'est pas d'envoyer l'enfant à l'école, parce que là-bas, il acquiert l'intelligence. Mais nous, les mamans,
nous devons dire à l'enfant que voilà, quand tu es grande, à partir de 18 ans, tu dois te comporter comme ça. Si tu fais tes études, tu vas avoir un bon mari. Mais si tu ne fais pas les études, tu vas te retrouver avec les voyous. Excusez-moi, là dehors. Donc la femme doit d'abord donner certaines lignes de conduite à ses enfants. Nous sommes des mères, des femmes mariées. Ce n'est pas parce que nous sommes des élus, mais c'est parce qu'on a reçu une éducation très bonne, pas monoparentale. Je dis toujours que quand l'enfant naît dans une famille où c'est le père qui s'en occupe, où c'est la mère qui s'en occupe, il y a déséquilibre psychique. Parce que tout ça peut amener cette femme à commettre de tels actes démoniaques. Merci. Ok. Maître Biton, sur cette... on va un peu rester sur l'aspect, hein, parce qu'il n'y avait pas un homme à ses côtés, donc c'était une preuve facile. Elle a facilement livré son enfant à cette chaîne-là, on va l'appeler comme ça, démoniaque. Écoutez, s'il avait un homme... C'est vous qui êtes le modérateur de l'émission. Moi, j'ai plutôt hâte de passer à un autre sujet, à savoir la paix, n'est-ce pas, sur le plan du côté anglophone. Bon, mais je dis que tout cela ramène vraiment à la pauvreté spirituelle. Parce que la perversité ne sont pervers que ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ne sont pervers que ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas d'éthique. Et l'éthique religieuse, l'éthique comportementale, on les remarque, n'est-ce pas, surtout chez les bons croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Donc je dis, quand on a la crainte de Dieu, tout cela, parce que, vous savez, dans la Bible, les pauvres sont plutôt loués. On dit que heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume des cieux. Donc, nous, on explique tout par la pauvreté. Non. On ne naît pas riche, on ne naît pas pauvre. C'est le travail qu'on est amené à faire qui peut nous rendre riches ou pauvres. Donc, vraiment, moi, sur ce plan-là, nous avons suffisamment épilogué là-dessus. Ne condamnons pas avant d'avoir jugé l'affaire, parce que pour le moment, c'est encore des supputations, c'est encore des conjectures. Bon, attendons, ouais, ainsi, comme disent les Pourquoi hier on n'avait pas ce genre de problème? Ces phénomènes-là sont arrivés parce que l'époque est révolue. Non, c'est pas nouveau. C'est aussi vieux que le monde. Moi, j'ai grandi dans une famille où on pouvait m'envoyer en congé chez mes grands-parents, on pouvait m'envoyer en congé, par exemple, chez l'ami de mon père. Mais aujourd'hui, on a peur. Aucun parent t'a dit, n'est à l'aise lorsqu'il envoie son enfant chez quelqu'un, parce que les temps sont révolus. Les gens commettent des actes qui ne marchent pas avec nos mœurs. Oui, docteur Ngatilman, nous sommes arrivés au terme de l'émission, rapidement. Oui, je voudrais quand même revenir sur le fait que distinguer entre l'approche peut-être de la spiritualité convoque des aspects purement religieux. Parce que la perversité ici est entendue comme un renversement de pôle de la vérité et de l'objectivité. C'est-à-dire que vous arrivez à poser des actes qui ne devrait pas être. Ça, c'est sur le premier aspect. Et puis, sur le deuxième, je crois que je partage totalement l'avis de la seule agente féminine sur le plateau ce soir, parce que certainement, ça n'aurait pas dû dispenser. Elle a dit quelque chose d'assez fondamental. L'approche de l'éducation monoparentale cause quand même un problème. Si ce n'est pas une circonstance aggravante, c'est une circonstance séduisante, parce que le poids de l'homme dans le foyer, nous le connaissons. Peut-être qu'elle aurait été mieux encadrée, qu'elle aurait été peut-être dissuadée de tels actes d'atrocité. Ok, merci. Merci à vous, Josémé, d'être passé. Merci. Merci, tout le plaisir était pour moi. Merci, Maître Biton. Je peux dire un petit mot? Nous sommes arrivés malheureusement au terme de l'émission. Maître Biton, c'est là pour la prochaine fois. Bon. Merci, Pinméry. Merci, Serge. Merci parce que vous m'avez invité à cette émission. Et je remercie tous les téléspectateurs de Equinos ce soir. Moi, je n'ai pas l'habitude de me retrouver sur les plateaux de télé. Merci. Ok, merci docteur. Je voudrais vous dire toute la gratitude de m'avoir invité et puis surtout vous rassurer de l'audience exponentielle de cette émission qui décrypte en profondeur l'actualité. Vous avez peut-être transmettre nos félicitations à votre équipe éditoriale. Voilà, merci. Donc, Maître Biton, vous aurez le temps, hein, vous allez revenir. Hein.
la prochaine fois. Merci. Oui, vous allez revenir. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro de Equinox Soir. Toute la grosse équipe conduite par Séverin Tchouban vous donne rendez-vous demain, 19h. Il sera minuit à Yagua.